14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il y a eu 3 viols de plus et que c'est inacceptable puisque nous les avions prévenus qu'il y aurait des viols commis par Trémaux dès sa sortie. Nous ne nous sommes pas trompés, hélas. Je voudrais savoir comment nos politiques vont dormir ce soir parce que rien n'a été fait alors qu'ils étaient prévenus. Bonjour, Patrick Trémaux, le violeur des parkings de l'Est parisien. Dans la chronique judiciaire, un nom synonyme de récidive, illustration de l'impossible guérison d'un homme qui, malgré 2 procès aux assises, 2 longs séjours en prison, a continué à sa sortie à s'attaquer aux femmes. À l'époque, à l'issue du 2e procès, personne n'avait entendu les cris des victimes. Elles avaient dit que Trémaux recommencerait. Elles avaient frappé à toutes les portes, mais cet avertissement était resté lettre morte. Au total, Patrick Trémaux sera déclaré responsable de 18 viols, une mécanique implacable que la justice ne sera pas parvenue à enrayer. Trémaux, un nom à jamais marqué par ses crimes, tellement lourd à porter que lorsque l'intéressé est sorti de prison en juin 2021, après 20 ans passés en détention, sa présence a soulevé une vague d'hostilité. Considéré comme un violeur incurable, comme l'envoyé du diable, une expression qu'avait employée une fois sa propre mère. Comment Patrick Trémaux est-il devenu un violeur en série? Pourquoi gêne-t-il encore 35 ans après son premier crime? Des questions que nous allons poser à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, la trajectoire de Patrick Trémaux, viol en sous-sol, affaire qui commence à la fin du printemps 1993, avec une plainte déposée dans un commissariat de l'Est parisien. Dans la nuit du 14 au 15 juin 1993, Agnès, 23 ans, est devant les policiers du commissariat du 11e arrondissement pour raconter l'agression et le viol qu'elle vient de subir. La jeune femme explique avoir quitté 2 heures plus tôt en voiture le restaurant dans lequel elle travaille en qualité de serveuse. Elle indique avoir éprouvé le curieux sentiment d'avoir été suivie par une autre voiture, mais ce véhicule a ensuite disparu. Elle s'est garée pas très loin de son domicile qu'elle a rejoint à pied. Dans le hall d'entrée, quand elle a ouvert la porte de l'ascenseur, elle s'est retrouvée face à un homme. Celui-ci a simplement dit qu'il descendait au 2e sous-sol récupérer sa voiture. Elle n'a pas eu le temps de le dévisager. Quand l'ascenseur est parvenu à destination, l'individu s'est jeté sur elle, a posé son énorme main sur sa bouche jusqu'à l'empêcher de respirer. Il était armé, un couteau sans doute. Il a commencé à la caresser, lui a parlé en disant qu'elle était belle et de ne pas s'inquiéter. Quand l'étreinte s'est légèrement relâchée, Agnès a tenté de s'enfuir, mais l'homme l'a alors ressaisie, lui a cogné la tête contre l'escalier et l'a violée avec un préservatif. Elle ne peut que très vaguement décrire le violeur. L'enquête va rester de longs mois au point mort. 16 juin 1994. Un an, quasiment jour pour jour après l'agression d'Agnès, Anne Bordier, 28 ans, est attaquée dans son parking par un homme athlétique et puissant. Elle se souvient de ses larges mains, la droite pouvant recouvrir presque entièrement son visage. Anne a essayé de se défendre, mais son agresseur l'a attrapée par les cheveux. Il a fini par la violer et l'a laissée dans sa voiture en l'avertissant qu'il allait mettre le feu au véhicule. Le violeur a rapidement disparu. La plainte de la jeune femme ne passe pas inaperçue. La police la recoupe avec d'autres faits étrangement similaires recensés dans les sous-sols d'immeubles, parkings, locales poubelles, escaliers, dans les 11e et 20e arrondissements, un périmètre proche de l'est de la capitale. Au total, 6 dossiers de viol et d'agression sexuelle, des faits commis depuis le mois d'avril 1993, présentent les mêmes caractéristiques criminelles. Un violeur qui agit la nuit, à des heures tardives. Les victimes se ressemblent beaucoup physiquement, des femmes minces, généralement brunes, la vingtaine ou la trentaine, qui rentrent de leur travail. Aucune n'est en mesure de décrire son visage, mais elles se souviennent toutes de son regard, cruel, déterminé, impitoyable. C'est le seul indice qui figure d'ailleurs sur les portraits robots. L'homme parle gentiment à ses victimes, mais peut basculer soudain dans la violence. Il leur demande leur prénom, lui dit s'appeler Jean-François.
Les policiers des 3e et 4e DPJ n'en ont pas fini avec ce rôdeur sexuel qui a tout d'un prédateur. Les plaintes similaires continuent d'affluer à l'automne 94 et lors des premiers mois de 1995. Marie-Ange dans le 10e arrondissement, Ayette, Claudia, Muriel, Eva ou encore Gladys. Au total, les enquêteurs attribuent à celui qu'on va appeler le violeur des parkings pas moins de 14 viols et agressions sexuelles. Un individu qui prend toutes les précautions pour ne laisser derrière lui aucune empreinte, aucun détail susceptible de le trahir. Des yeux glaçants et un timbre de voix resté à jamais dans la mémoire des victimes ne suffisent toutefois pas à la police pour faire réellement avancer les investigations. L'affaire n'a pas été ébruitée afin d'éviter la curiosité des journalistes, mais aussi la multiplication des fausses pistes. Le 29 mars 95, la dernière femme à déposer plainte, Gladys, décrit à nouveau le même mode opératoire, violée sous la menace d'un couteau posé sur sa gorge. Elle ajoute un détail qui l'a marqué. Le violeur porte des chaussures jaunes. 14 viols et agressions sexuelles. L'homme qui sévit dans les parkings de l'Est parisien n'est qu'une vague silhouette jusqu'à ce qu'un incroyable concours de circonstances permette son arrestation et livre en nom Patrick Trémaud. Ce 20 mars 1995, les policiers du commissariat du 20e arrondissement entendent un homme qui a été surpris en train de fracturer des voitures à la recherche d'objets de valeur. Un classique voleur à la roulotte. L'individu reconnaît sans difficulté les faits et son dossier va donc être rapidement transmis au parquet de Paris. Un détail intrigue toutefois les fonctionnaires qui l'interrogent. À un moment, juste après son interpellation, il a essayé de se débarrasser d'un étui de préservatif. En quoi un préservatif peut-il être à ce point gênant et compromettant? Il est encore noté un détail vestimentaire loin d'être anodin. L'homme porte des chaussures jaunes. Or, dans ce même commissariat, une femme prénommée Gladys vient de porter plainte pour viol contre un homme qui porte des chaussures jaunes, un individu qui l'a aussi dépouillé de ses bijoux. Gladys est rappelée au commissariat, on lui présente le jean et les fameuses chaussures, elle les reconnaît formellement. Les bijoux de la victime sont découverts dans la voiture du suspect, un dénommé Patrick Trémaud, 31 ans, célibataire, sans emploi, et vivant à Brunoy, dans l'Essonne. Les enquêteurs ont alors la quasi-certitude de tenir le violeur des parkings. Patrick Trémaud est placé en garde à vue pour être interrogé sur la série de viols dans des parkings et des sous-sols. Il consent à dire qu'il est bien l'auteur de l'agression contre Gladys, mais ne reconnaît aucun autre viol. Les autres, dit-il, ce n'est pas lui. Il ne s'est pas jeté sur des femmes qui rentraient chez elles. 6 plaignantes sont contactées pour venir assister à un tapissage, une séance où le suspect, encadré d'autres hommes, apparaît derrière une glace sans teint. 4 le reconnaissent à cause de ses yeux, dont l'expression les avait sidérés. Ces femmes confirment leur jugement après avoir entendu la voix de Trémaud, un timbre caractéristique resté dans leurs oreilles. Le doute n'est plus permis. Trémaud a beau nier les crimes qu'on lui impute et se présenter comme un petit voleur. Les témoignages sont accablants. Son parcours judiciaire ne prêche pas non plus en sa faveur. Patrick Trémaud est un habitué des agressions sexuelles et des viols. En 1984, alors âgé de 21 ans, il a écopé de 18 mois de prison pour exhibitionnisme et attentat à la pudeur à l'encontre d'une jeune autostoppeuse. Beaucoup plus grave, en 1987, il avait 24 ans. Il a été condamné à 7 ans de prison pour le viol et le vol à Créteil dans un parking d'une jeune femme. Lors de cette comparution devant la cour d'assises du Val-de-Marne, Patrick Trémaud avait fait profil bas. Il avait assuré qu'il ne recommencerait plus et qu'on n'entendrait plus jamais parler de lui. Il était sorti de prison en 1990, était retourné vivre chez sa mère, Janine, à Brunoy, dans une HLM de la cité des Hautes-Mardelles. Trémaud n'a jamais connu son père, il est issu d'un milieu des plus modestes et depuis sa plus tendre enfance n'a fait que naviguer de foyer en foyer. Le jeune homme a un CAP de plomberie, il a travaillé pour divers employeurs auxquels il a donné satisfaction. Après sa libération conditionnelle, septembre 1990, il avait retrouvé un job de magasinier dans un entrepôt de l'Essonne. Aucun suivi psychologique ou thérapeutique. À partir de ce moment-là, la justice va perdre la trace d'un homme qui allait récidiver à de multiples reprises.
agressant des femmes et les violant à une cadence de plus en plus intense. Patrick Trémaud, accablé par les témoignages de ses victimes, ne peut pas espérer échapper à la justice, même en l'absence de preuves matérielles. 11 ans après sa première comparution aux assises pour viol, il va de nouveau être jugé pour les mêmes faits. Cour d'assises de Paris. En ce mois d'octobre 1998, s'ouvre le procès de Patrick Trémaud. Sur les 13 victimes citées, 11 sont sur les bancs des parties civiles. Une 14e femme, Gladys, celle-là même qui avait permis, grâce à son témoignage, de confondre le violeur, a été curieusement oubliée par la procédure. Elle n'a jamais reçu de convocation. Des femmes qui, depuis des semaines, redoutaient cette confrontation. Marie-Ange Le Boulaire, qui rédigera un livre sur l'affaire, témoigne dans le journal Le Monde. « J'avais peur, j'étais angoissée de ne pas savoir comment j'allais réagir. Est-ce que j'allais me mettre à pleurer ou avoir envie de lui casser la gueule ? En même temps, je n'arrivais pas à le regarder dans les yeux. La seule fois où j'y suis parvenu, il m'a fait un clin d'œil. C'est un vrai malade. » Tout le monde note cette attitude de défiance de la part de l'accusé, un comportement source de malaise dans la salle d'audience. Maître Sylvie Rouget-Bardet, avocate de l'une des victimes, témoigne. Il regardait ces femmes droit dans les yeux et avait un insupportable petit sourire en coin. Patrick Trémaud s'explique, mais sa défense est des plus maladroites, avec des formules du genre « Je n'étais pas dans un parking pour casser des femmes, mais pour démonter des voitures ». Il parle de pulsion, s'énerve quand on lui parle de sa mère. Les victimes devinent alors un ton et une colère qu'elles connaissent bien. Elles ont dû affronter cette rage lorsque Patrick Trémaud s'est emparé d'elles et les a violées. En dépit du nombre d'agressions constatées, en dépit du fait que Trémaud soit en récidive, l'avocate générale ne demande pas la peine maximum. Trémaud est condamné à 16 ans de détention avec 8 ans de peine de sûreté. Les victimes sont alors persuadées que lorsque leur agresseur sortira de prison, il recommencera. Elles ont le sentiment que celui-ci est toujours en proie à ses démons. Il récidivera, avertissent-elles. L'homme est incarcéré. Il sera alors théoriquement libérable en septembre 2005. Par le jeu des remises de peine, Patrick Trémaud quitte le 7 mai 2005, après 10 ans de prison, le centre pénitentiaire de Melun, relâché dans la nature sans aucun suivi psychologique ni programme de réinsertion. Ce 5 juin 2005, Cécile, 24 ans, rentre chez elle, un immeuble de la rue de la Pompe, 16e arrondissement de Paris, les beaux quartiers de la capitale. Un homme l'a précédée dans l'ascenseur, monte au 3e étage, puis redescend 4 à 4 l'escalier pour la retrouver. En quelques secondes, il sort un couteau ou un cutter, il pousse la jeune femme dans le local poubelle et la viole. La victime dépose plainte, évoque un homme qui parle d'une voix douce mais peut se montrer menaçant. Le 20 juin, une deuxième femme est agressée selon le même mode opératoire dans un immeuble du 19e arrondissement. La police est troublée par ces attaques. Des enquêteurs ont en mémoire le dossier Trémaud. Ils commencent à se poser des questions. Trop de similitudes. 3e attaque d'une femme à Paris, une nouvelle fois dans un hall d'immeuble. Celle-ci se souvient de son visage. Elle reconnaît Trémaud au milieu de photos qu'on lui présente. Après sa sortie de prison, l'intéressé est retourné vivre chez sa mère dans la HLM de Brunoy. Le 22 septembre, il est arrêté. Ces 3 dernières victimes le reconnaissent alors qu'il est en garde à vue. L'arrestation de Patrick Trémaud n'est pas une surprise pour les premières victimes. C'est évident, une fois libre, il allait recommencer. J'attendais juste de savoir quand il allait à nouveau violer, confie Marie-Ange Le Boulaire. La consternation fait place à la polémique. L'affaire Trémaud se déplace sur le terrain politique. Pourquoi les autorités ne se sont-elles pas inquiétées de cette libération alors que les victimes avaient lancé des mises en garde au plus haut niveau? Réponse : Trémaud avait été condamné avant l'adoption de la nouvelle loi sur le suivi socio-judiciaire des délinquants sexuels. Il ne pouvait donc pas y être soumis. Il n'a fait l'objet d'aucun contrôle. 3 février 2009, Patrick Trémaud, défendu par maître Henri Leclerc, comparé pour ces 3 derniers crimes. Il déclare alors regretter avoir violé toutes ces femmes, un mea culpa tardif pour ses premières victimes venues témoigner. L'une d'elles indique qu'elle ne croit pas à son repentir et à ses remords. 20 ans de prison, assortis de 10 ans de sûreté. Les choses sont aujourd'hui entre les mains de Patrick Trémaud, s'il veut assurer sa réinsertion.
mais elles sont aussi entre les mains de l'administration. Il faut que ce garçon soit suivi. Cette fois, Patrick Trémaud va effectuer 12 ans de détention avant que sa libération conditionnelle soit acceptée en juin 2021. Un condamné alors soumis à divers contrôles, notamment une évaluation psychologique. Une sortie qui, malgré les années écoulées, ne va pas vraiment passer inaperçue. 17 juin 2021, Patrick Trémaud, 52 ans, retrouve la liberté. Après 16 ans de prison, il était potentiellement libérable depuis le mois de septembre 2015, mais les juges, au regard du profil à risque du détenu, ont préféré reculer l'échéance. En 2017, une affaire de clés USB volées en prison et une condamnation à 2 mois de prison ont retardé l'échéance d'une sortie. Cette libération déclenche une déferlante de réactions hostiles. Il était prévu que Trémaud s'installe discrètement en Seine-et-Marne, sur la commune de Coulommiers, mais une levée de boucliers contrarie ce projet. Les habitants manifestent pour obtenir son expulsion. Ils se disent inquiets à l'idée de côtoyer un homme qui est peut-être sur le point de repasser à l'acte. Mi-juillet 2021, Trémaud déménage à Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris. Nouvelle colère des voisins quand ils apprennent cette installation. Trémaud est persona non grata. Il sera même agressé dans son appartement dans la nuit du 6 au 7 août par 3 hommes déguisés en policiers. Impossible pour Patrick Trémaud de se faire oublier. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui avait défendu l'une des victimes du violeur, estime que l'institution s'est retrouvée devant le fait accompli après le refus du maire de Coulommiers d'accueillir l'intéressé. Le maire de Saint-Denis ne conteste pas le droit à la réinsertion, mais estime que le choix de sa ville n'était pas le mieux adapté dans ce cas précis. Patrick Trémaud semble être condamné à rester à jamais le violeur des parkings. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.